Je m'appelle Julien et la vie a une drôle de façon de vous montrer ce que vous ignorez depuis trop longtemps. Lors d'une grande soirée parisienne où nous étions tous les deux invités, ma femme m'a ignoré tout le temps, elle ne m'a pas adressé la parole, ne m'a pas regardé, agissant comme si je n'étais même pas là. J'ai essayé de lui parler, mais elle m'a complètement rejeté et au moment d'aller sur la piste de danse, son ami s'est approché de moi, m'a attrapé la main et a dit « Viens danser avec moi ». Ce seul instant a déclenché tout ce qui a suivi, ma femme était stupéfaite, et elle ne s'attendait certainement pas à ce qui est arrivé ensuite. J'ai rencontré Chloé, la femme qui allait devenir mon épouse, pendant notre master à l'université. Nous étions inscrits dans des filières différentes, mais nous avions quelques cours en amphithéâtre en commun et partagions des connaissances. Dès l'instant où je l'ai remarqué, il était difficile de ne pas être attiré car Chloé était intelligente, vive dans les conversations, ayant toujours la réplique facile, et ce n'était pas le genre de fille à avoir peur de dire ce qu'elle pensait. Elle avait une vraie prestance, et c'était quelque chose que j'admirais, même si à l'époque, nous n'étions pas proches. Nos échanges étaient informels, se limitant la plupart du temps à des sujets liés au cours ou à des banalités quand on se croisait sur le campus, nous n'avons jamais rien partagé de personnel, n'avons jamais passé de temps seuls. Et il n'y avait aucune véritable profondeur émotionnelle entre nous à cette période. Je la voyais davantage comme une personnalité marquante que comme quelqu'un avec qui j'essayais de construire une relation amoureuse, elle était charmante, oui, captivante dans sa façon de parler, et c'était indéniablement quelqu'un vers qui les gens étaient naturellement attirés. Mais nos chemins ne se sont pas croisés de manière significative tant que nous étions encore étudiants, et ce n'est qu'après avoir obtenu nos diplômes que nos trajectoires se sont alignées. Nous avions tous les deux commencé à travailler dans des entreprises différentes, moi en tant que chef de projet à la Défense, mais nous avons repris contact lors d'un apéro organisé par des amis communs, et c'est à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à discuter. Cette fois, ce n'était plus seulement de courtes conversations superficielles, nous avons commencé à nous voir plus souvent, souvent en terrasse après le travail, et l'énergie entre nous semblait différente. Quand nous parlions, elle était pleinement présente, elle posait des questions, rebondissait sur mes propos, m'accordait toute son attention, et pendant un temps, j'ai eu l'impression que les choses s'agençaient de la meilleure des manières. Au début, je croyais sincèrement que nous formions un couple idéal, elle savait comment faire sentir à un homme qu'il était exactement là où il devait être, et j'avoue que ça me plaisait. J'aimais la version de nous qui existait durant ces premiers mois, cela me donnait l'espoir d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose de solide et de concret. En y repensant aujourd'hui, je vois bien que les signes avant-coureurs étaient là, mais à l'époque, je ne savais pas vraiment à quoi j'avais affaire. Dans les premiers stades de notre relation, tout semblait nouveau et excitant, et Chloé pouvait être incroyablement affectueuse quand elle était de bonne humeur. Ces moments m'attiraient, mais la vérité, c'est que ces pics de bonheur m'empêchaient de voir les problèmes plus profonds qui s'enracinaient sous la surface. À mesure que nous passions plus de temps ensemble, j'ai commencé à remarquer que Chloé avait ce besoin viscéral d'avoir toujours raison, et pas de manière légère ou taquine, non, c'était très sérieux pour elle. Si nous avions un désaccord, même sur un détail sans importance, elle se fermait complètement si mon opinion ne correspondait pas à la sienne, elle ne cherchait pas à débattre ou à comprendre mon point de vue, elle se murait simplement dans le silence. Parfois, cela durait des heures, d'autres fois, des jours entiers, et je me souviens d'une fois en particulier, nous avions prévu de partir un week-end en Normandie en amoureux, juste un petit séjour simple pour décompresser. Mais j'ai été débordé par une urgence au bureau et je n'ai pas répondu assez vite à l'un de ses SMS. C'était la fin du monde, elle a annulé tout le voyage, n'a pas demandé ce qui s'était passé, et se moquait de mes explications, elle a tout simplement tout annulé et m'a ignoré comme si je lui avais fait un tort impardonnable. Ce genre de comportement ne s'est pas arrêté là, car à chaque fois que nous avions des différends, non seulement elle devenait silencieuse, mais elle se retirait aussi complètement de moi, physiquement et émotionnellement. Elle utilisait l'intimité comme un outil, quelque chose qu'elle accordait quand je me comportais comme elle le voulait, et qu'elle retirait à la seconde où je faisais un faux pas. Cela me donnait l'impression d'être totalement exclu, comme si j'étais puni pour avoir mes propres pensées, j'essayais d'arranger les choses, de m'excuser, d'expliquer, de demander à discuter. Mais j'avais toujours l'impression d'être le seul à faire des efforts pendant qu'elle attendait simplement qu'on la satisfasse à nouveau. Pourtant, je ne suis pas parti, et pourquoi ? Parce que quand les choses allaient bien, elle me donnait l'impression que j'étais tout ce qu'elle avait toujours désiré, elle se pliait en quatre pour me faire sentir apprécié, et c'était très déroutant. Je m'accrochais à ces moments de joie, pensant qu'ils étaient une preuve d'amour, mais ils ne survenaient que lorsqu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Si jamais je disais non, ou si j'hésitais un instant, l'atmosphère changeait du tout au tout,
c'était comme si on appuyait sur un interrupteur, et plus cela se produisait, plus je commençais à m'effacer au sein de la relation, me disant que si j'en faisais plus ou si je parlais moins, les choses resteraient calmes. Au moment où Chloé et moi nous sommes mariés à la mairie de notre arrondissement, je pensais que les choses allaient s'améliorer, je m'imaginais que le mariage apporterait de la stabilité, et qu'il adoucirait peut-être même les angles de nos différences, mais j'avais tort. La vérité, c'est que tout ce qui ressemblait à un signal d'alarme avant le mariage n'a fait qu'empirer après que nous nous soyons dit oui, mais malgré tout cela, je gardais espoir. J'essayais de lui laisser de l'espace quand elle était contrariée, j'essayais de communiquer, de faire des compromis, mais au fil des années, le ton de notre relation a changé. Ce qui était autrefois des désaccords s'est lentement transformé en exigence, elle ne voulait pas seulement que les choses soient faites d'une certaine manière, elle l'exigeait sans que je pose de questions. Si elle voulait quelque chose, en particulier des vêtements de créateur ou des choses hors de prix et inutiles, elle insistait jusqu'à ce que je cède, et si je ne le faisais pas, elle devenait glaciale. C'était sa façon de me punir, et peu importe le nombre de fois où j'ai essayé d'en parler ou d'arranger la situation, elle agissait comme si j'étais le problème simplement parce que j'osais en faire la remarque. Même si j'étais celui qui faisait de grosses semaines de travail, qui rentrait tard par le RER et qui portait la plus grande partie du fardeau financier de notre foyer, elle voulait quand même avoir le contrôle total sur la façon dont l'argent était dépensé. Elle prenait de grandes décisions financières sans me consulter et si je remettais cela en question, elle inversait les rôles, m'accusant d'être contrôlant ou de ne pas la soutenir, et tout cela a tué l'intimité entre nous, qui n'a fait que se réduire comme peau de chagrin. Quand j'essayais d'initier quoi que ce soit, elle me repoussait, et finalement, j'ai complètement arrêté d'essayer. Ça faisait mal, mais le rejet était devenu trop lourd à gérer, alors nous avons cessé de passer du temps ensemble, pas intentionnellement au début, mais au fil des années, nous avons fini par vivre comme des étrangers sous le même toit. S'il y avait un événement incontournable, comme un dîner de famille ou une soirée chez des collègues, nous y allions ensemble, mais en dehors de ça, je trouvais toutes les excuses possibles pour ne pas être vu en public avec elle. Je ne voulais pas avoir à gérer les silences gênants, les sourires de façade devant les autres, ou la tension qui nous suivait partout où nous allions. À la maison, nous étions juste deux personnes coexistant dans le même appartement, froids, déconnectés et fatigués de faire semblant. Un jour, un de mes amis très proches m'a dit « Julien, ta femme te manipule émotionnellement ». J'ai été surpris qu'il l'ait remarqué après avoir passé très peu de temps avec ma femme et moi, mais il m'a dit ça parce qu'il en avait marre de me voir m'effacer et me replier sur moi-même à petit feu. Au début, je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé par la fenêtre de la brasserie où nous étions, faisant semblant de ne pas l'avoir entendu, mais la vérité, c'est que je le savais déjà, je le savais depuis longtemps. Pourtant, savoir quelque chose et agir en conséquence sont deux choses très différentes, et je me sentais coincé, non pas parce que je ne voulais pas partir, mais parce que j'étais terrifié par ce que ça donnerait de l'extérieur. Je m'inquiétais des ragots, qu'allait penser ma famille. Les gens disent toujours que le mariage est un travail difficile, mais personne ne vous dit quoi faire quand la difficulté devient toxique et destructrice. Je n'arrêtais pas de me dire, vont-ils dire que je n'ai pas fait assez d'efforts? Que j'ai échoué en tant que mari? La peur du jugement m'a maintenu là où j'étais, pris au piège dans un foyer qui ne ressemblait plus au mien. Alors, je me suis plongé à corps perdu dans le travail, j'ai commencé à dire oui à toutes les heures supplémentaires, à ramener des dossiers à la maison même quand aucune pression ne me l'imposait, tout était bon pour rester hors de chez moi plus longtemps. Tout pour fuir le silence et cette tension permanente, et de l'extérieur, on aurait dit que j'étais concentré et ambitieux, mais à l'intérieur, j'essayais juste de ne pas m'effondrer. Le boulot est devenu ma meilleure excuse, c'était le seul endroit où j'avais l'impression d'avoir encore un peu de contrôle. Un soir, je suis rentré à l'appartement après une dure journée, redoutant à moitié la loi du silence ou l'ambiance électrique qui m'y attendait peut-être, mais au moment où j'ai passé la porte, Chloé était déjà debout dans le salon, comme si elle m'attendait. Et là, elle a fait quelque chose qui m'a complètement pris au dépourvu, elle m'a accueilli chaleureusement, comme elle le faisait avant, à l'époque où nous apprenions encore à nous connaître. Je lui ai répondu, mais dans ma tête, je savais déjà que quelque chose clochait, je n'arrivais même pas à me rappeler la dernière fois qu'elle m'avait accueilli comme ça. Elle n'a pas perdu de temps, après les banalités d'usage, elle est allée droit au but et m'a dit qu'elle voulait me parler de quelque chose d'important. Je me suis donc assis dans le canapé, me demandant toujours où cela allait nous mener, et c'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle voulait changer de voiture. Pas parce que sa voiture actuelle avait un problème mécanique, elle a affirmé qu'elle ne correspondait plus à son statut social, elle voulait un nouveau modèle de luxe de marque allemande, et elle s'attendait à ce que je trouve la solution financière. J'ai écouté sans me moquer de sa demande,
puis je lui ai dit calmement que nous n'en avions tout simplement pas les moyens en ce moment. J'ai ajouté qu'entre le loyer, les factures, l'épargne et ce que nous gérions déjà, acheter un nouveau véhicule, surtout un modèle de luxe, n'était absolument pas réaliste. Elle m'a dévisagé, a hoché la tête une fois et a dit « D'accord ». Puis elle a tourné les talons et s'est éloignée, mais je la connaissais par cœur. Ce « d'accord » ne signifiait pas qu'elle acceptait la situation, cela signifiait que la vengeance approchait, et j'avais raison. Au cours des jours qui ont suivi, elle est devenue de glace, aucune conversation, aucune chaleur humaine, aucune affection, juste des réponses laconiques et une atmosphère si lourde qu'on pouvait la ressentir avant même de mettre un pied dans la pièce. Il était évident qu'elle me faisait payer mon refus, c'était de la pure manipulation et je savais que la température dans l'appartement resterait glaciale jusqu'à ce que je cède ou qu'elle trouve un autre moyen de se venger. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons été invités à une grande soirée organisée par l'un de nos amis communs qui célébrait ses 40 ans. Je me suis dit que ce serait l'occasion de détendre l'atmosphère car cela nous donnerait sûrement une opportunité de discuter. Nous avions convenu d'y aller ensemble et une partie de moi espérait que le fait d'être entouré de visages familiers pourrait débloquer la situation. Dès l'instant où nous sommes entrés dans la salle de réception ce soir-là, Chloé a fait comprendre ses sentiments de manière forte et claire sans avoir besoin de dire grand-chose. Elle souriait aux autres, riait aux éclats avec ses copines, semblait présente et impliquée avec tout le monde, sauf avec moi. Elle ne m'a présenté à personne, ne s'est pas tenue près de moi, a évité tout contact visuel. J'ai essayé de lui parler 2 ou 3 fois juste pour apaiser les choses, mais elle m'a soit ignoré, soit répondu par des monosyllabes, et les autres invités l'ont remarqué aussi. On devine toujours quand un couple n'est pas sur la même longueur d'onde, et ce n'était clairement pas une simple petite baisse de régime conjugal sans importance. L'une de ses amies proches, Camille, une femme célibataire qui s'était toujours montrée polie envers moi par le passé, semblait observer toute la scène. Elle n'a rien dit au début, elle passait juste son regard de Chloé à moi, comme si elle essayait de comprendre ce qui se tramait. Quand le DJ a lancé la musique et que les gens se sont dirigés vers la piste de danse, j'ai pensé que je pourrais peut-être changer la dynamique, ne serait-ce que pour quelques minutes. Je me suis approché de Chloé, je me suis penché un peu et je lui ai demandé calmement et poliment si elle voulait danser, mais elle a continué à fixer l'écran de son téléphone comme si je n'avais pas ouvert la bouche. J'ai attendu un instant, j'ai répété ma question en me disant qu'elle ne m'avait peut-être pas entendu à cause du bruit, mais toujours rien, elle refusait catégoriquement de reconnaître ma présence. Je suis resté planté là quelques secondes, essayant de ne pas laisser paraître mon humiliation, et c'est alors que son amie Camille s'est approchée de moi, m'a fait un demi-sourire et m'a doucement pris la main. « Viens danser avec moi maintenant » a-t-elle dit, « tu as bien le droit de t'amuser un peu ce soir. » Il y avait quelque chose de très franc et direct dans son ton, et je n'ai pas résisté, je l'ai suivi sur la piste de danse. C'était juste une danse, tout ce qu'il y a de plus normal, mais je pouvais sentir l'atmosphère de la pièce basculer. À un moment donné, j'ai regardé derrière moi et Chloé était là, les bras fermement croisés sur sa poitrine, la mâchoire serrée, en train de nous observer. Sa colère se lisait sur tout son visage, elle n'essayait même pas de la cacher, et à cet instant précis, il y a eu un déclic dans ma tête, son silence n'était qu'une question de contrôle, et à la seconde où quelqu'un d'autre m'a accordé la moindre petite attention. Cela a ébranlé son pouvoir sur moi, et je pense que c'est ce qui l'a rendue véritablement furieuse. Pendant que nous dansions, pour être honnête, je ne savais pas à quoi m'attendre, j'étais encore un peu abasourdi que l'ami de Chloé se soit approché de moi comme ça, m'ait attrapé la main devant tout le monde et m'ait entraîné sur la piste de danse. Elle avait simplement vu ce qui se passait et avait décidé qu'elle n'allait pas rester les bras croisés à regarder ce massacre continuer, et une fois que nous avons commencé à bouger au rythme de la musique, elle s'est penchée vers moi et s'est mise à parler sans la moindre retenue. Elle m'a dit, « Tu es trop jeune pour rester coincé dans une telle situation, la vie ne devrait pas ressembler à ça », et elle ne plaisantait pas. Elle l'a dit avec le ton de quelqu'un qui avait vu ce genre de choses bien trop souvent, elle m'a dit carrément que le comportement de Chloé, en particulier ce soir-là, n'était pas seulement froid, il était intentionnel, et que c'était un manque total de respect. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'est resté en mémoire, à savoir que son amitié avec Chloé, elle savait que c'était terminé après ce soir, elle allait couper les ponts avec elle pour avoir fait ça, mais que ce n'était pas grave. J'en ai assez vu pour savoir que c'est une amitié qui ne vaut plus la peine d'être sauvée, m'a-t-elle confié, et elle n'a pas arrêté de me parler pendant toute la durée de la danse. C'était comme si elle avait attendu que quelqu'un dise la vérité à voix haute et qu'elle en avait enfin l'occasion, elle n'arrêtait pas de me répéter que je méritais mieux, que je n'avais pas à continuer de faire semblant que tout allait bien. Ses paroles n'étaient pas empreintes de jugement, elle apportait une clarté limpide, et aussi étrange que cela puisse paraître,
le fait de l'entendre à nouveau de la part de quelqu'un d'extérieur a tout rendu évident. Cette danse, cette conversation m'ont apporté un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis bien trop longtemps. Soudain, j'ai eu l'impression que j'avais toléré des choses qu'aucune personne ne devrait avoir à supporter. J'avais été tellement concentré sur le maintien de la paix conjugale, pour éviter les scandales et essayer de faire fonctionner ce mariage, que je ne remarquais même plus à quel point je me perdais moi-même dans l'histoire, et au moment où la musique s'est arrêtée. Je savais déjà que les choses n'allaient pas en rester là. Sur le trajet du retour en voiture après la soirée, elle n'a pas perdu une seule seconde. Au moment où nous sommes montés dans le véhicule et que les portières se sont refermées, Chloé s'est déchaînée. Elle m'a traité d'infidèle, a hurlé que je l'avais humiliée et fait passer pour une idiote devant tout son cercle social. Ces mots n'étaient pas seulement emplis de colère, ils étaient d'une grande cruauté. Elle m'a insulté, m'a traité de nom d'oiseau que je ne répéterai même pas ici, et dans toute sa diatribe, elle n'a pas épargné son amie, celle qui avait dansé avec moi. Elle l'a qualifiée de fille répugnante alors qu'elle n'était même pas là avec nous dans l'habitacle, elle l'a accusée de haute trahison, elle a utilisé un vocabulaire que je ne la pensais même pas capable de prononcer. Je n'ai pas répondu un seul mot, je me suis juste concentré sur la route périphérique pendant qu'elle continuait à déverser sa bile, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je n'en voyais plus l'intérêt. Ce trajet en voiture n'était pas juste une énième dispute de couple, c'était le moment où je me suis enfin avoué à moi-même que ce mariage était mort et enterré. La façon dont elle me parlait, la façon dont elle déformait la réalité, sa manière de traiter les gens comme de simples pions pour arriver à ses fins, tout est devenu atrocement clair. Les paroles de Camille à la soirée résonnaient dans ma tête en boucle, j'avais balayé les avertissements de mon ami Thomas au début, mais assis derrière ce volant, en écoutant Chloé me cracher son venin au visage, j'ai réalisé que mon ami et son amie à elle avaient totalement raison. Je n'étais pas prisonnier, je n'avais simplement pas encore eu le courage de partir, mais maintenant j'étais prêt, je n'avais pas besoin d'une autre dispute, d'une autre nuit glaciale ou d'une autre de ces fameuses grèves du silence pour me convaincre, ma décision était prise. Le lendemain matin, après la fête, Chloé s'est comportée comme si de rien n'était, elle m'a même demandé ce que je voulais pour le petit déjeuner en préparant le café, mais je n'ai pas réagi comme elle l'espérait, j'étais tout simplement à bout. Ce matin-là, ma décision s'est ancrée en moi, j'ai commencé à passer des coups de fil, à contacter un avocat spécialisé et à préparer le terrain pour mettre un terme à ce mariage. Quelques semaines plus tard, les papiers du divorce lui ont été notifiés par huissier, et c'est à ce moment-là qu'elle a complètement pété les plombs, elle est passée de celle qui faisait semblant de s'en soucier à une rage folle et incontrôlable. Elle m'a accueilli sur le palier en brandissant les documents, en hurlant et en m'insultant copieusement, elle m'a traité de lâche, de raté et de choses bien pires encore, elle m'a accusé de l'avoir trompée avec sa meilleure amie. Elle a jeté des objets à travers l'appartement, a juré et m'a menacé de tout me prendre devant le juge aux affaires familiales, elle a hurlé qu'elle me ruinerait et s'assurerait que plus personne ne me respecte après ça, et puis elle s'est mise au travail. Elle a commencé à raconter des mensonges aux gens, à répandre de fausses rumeurs, me dépeignant comme un mari infidèle et sans cœur qui l'avait lâchement abandonné pour une autre femme, elle a essayé de salir ma réputation auprès de tous ceux qui voulaient bien l'entendre. La procédure de divorce a traîné pendant des mois, c'était une période sombre, angoissante et remplie d'allers-retours interminables, et à chaque fois que je pensais que la situation ne pouvait pas être pire, elle trouvait un nouveau moyen de jeter de l'huile sur le feu. Mais je suis resté d'un calme olympien. Je savais que mon départ allait me coûter cher, je ne me faisais aucune illusion sur le fait que je m'en sortirais sans y laisser des plumes, mais j'étais en paix avec cette idée, j'étais prêt à perdre des biens matériels. Mes économies ou quoi que ce soit d'autre si cela signifiait retrouver ma tranquillité d'esprit, car rien de ce que je possédais n'avait plus de valeur que le fait de me réveiller sans cette oppression constante sur ma poitrine. J'ai cessé de me soucier de ce que les gens pensaient ou des rumeurs qui couraient, je connaissais la vérité et je me répétais sans cesse que ma santé mentale devait passer en priorité, et quand le divorce a enfin été prononcé, tout a été divisé. Elle a pris sa part du patrimoine et j'ai pris la mienne, personne n'a vraiment gagné, mais je suis parti en homme libre, avec un immense sentiment de soulagement, et je me suis jeté à corps perdu dans mon entreprise pour essayer de tout reconstruire à partir de zéro. Se reconstruire a pris du temps, mais chaque pas en avant me semblait tellement plus léger que l'existence que j'avais laissée derrière moi. Après le divorce, je me suis surpris à repenser à cette fameuse nuit où tout a basculé, sur le moment, je n'avais pas réalisé le poids de ces mots, mais avec le recul, c'était exactement le déclic dont j'avais besoin, alors, je l'ai recontactée, juste pour lui dire merci. Elle m'a répondu avec beaucoup de bienveillance, elle m'a dit qu'elle était heureuse que je m'en sois sorti, qu'elle avait remarqué la façon dont Chloé me traitait bien avant cette soirée, mais qu'elle ne pensait pas que c'était à elle de s'en mêler.
Elle m'a confié que le comportement de Chloé à la fête avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle aussi. J'ai énormément apprécié sa franchise, et nous avons commencé à nous parler plus souvent après ça, juste des messages de temps en temps, pour prendre des nouvelles, échanger nos points de vue, parler de tout et de rien. Je n'étais pas prêt pour autre chose qu'une amitié sincère et, pour être tout à fait franc, après tout ce que j'avais traversé, je n'étais même plus sûr de croire encore en l'institution du mariage. J'étais méfiant, je ne voulais pas me retrouver dans une autre situation où je me perdrais à force d'essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point elle était diamétralement opposée à Chloé. Notre amitié est devenue un pilier stable en arrière-plan de ma nouvelle vie, je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'une connexion humaine authentique jusqu'à ce que j'en retrouve une, et même si j'ignore ce que l'avenir me réserve. Je sais pertinemment que toutes les femmes ne sont pas comme celles que j'ai épousées. Certaines personnes vous apportent de la paix au lieu d'amener des problèmes, je ne regrette pas d'être parti, je regrette d'être resté aussi longtemps, je regrette de ne pas avoir écouté cette petite voix en moi qui était épuisée bien avant que la situation ne dégénère à ce point.